Donc, qui je suis? Je suis un journaliste, pas un scientifique, mais je suis spécialisé en sciences depuis 1988, donc ça fait une paille. La première fois que j'ai écrit changement climatique dans un article, avec l'acception actuelle de le changement climatique provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre et les problèmes que ça pose, c'était en 1987, un an avant la création du GIEC, et j'ai écrit plusieurs centaines d'articles sur le sujet et plusieurs livres, le premier il y a 22 ans. C'est quoi le problème? Eh bien, on peut le résumer ainsi, sous la forme de la question posée au GIEC lors de sa création en 1988 par les gouvernements de la planète, puisque ça a été créé lors d'une assemblée générale de l'ONU. Est-ce que le changement climatique menace suffisamment nos sociétés pour justifier une politique drastique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc la privation volontaire de l'énergie fossile disponible, pas chère et efficace, avec laquelle le développement économique se fait depuis 1850. Vous voyez que ce n'est pas une question susceptible d'être transformée en slogan dans une manifestation ou en titre de journal, parce que elle est plus complexe que est-ce que ça chauffe ou est-ce que c'est dangereux. Elle porte sur la relation qu'il y a entre l'analyse des risques et des bénéfices de l'usage massif des énergies fossiles d'un côté et du changement climatique que cet usage massif provoque de l'autre. La réponse que le GIEC apporte dès son premier rapport de 1990 à cette question très complexe, elle est très simple, oui. Comme vous êtes dans le domaine, je ne développe pas, l'énergie c'est la vie, l'énergie fossile c'est la menace du changement climatique et la vie, puisque c'est 80% de l'énergie qu'on utilise. Élément supplémentaire de réflexion, la pénurie d'énergie fossile est inéluctable. Le grand paradoxe, c'est que plus on s'occupe du changement climatique en essayant d'économiser les énergies fossiles, et plus on pourra utiliser les énergies fossiles longtemps, ce dont nos lointains descendants nous remercieront si on le fait. Dernière nouvelle du climat. Le GIEC a rendu pour son groupe 1 qui s'occupe de la physique du climat son dernier rapport en août dernier. La base de la base, c'est quoi? C'est que la planète Terre est un système énergétique qui fonctionne comme ça. Il y a l'énergie du Soleil qui arrive et puis la Terre rayonne une énergie qui est soit égale, soit inférieure, soit supérieure à celle qu'elle reçoit à un instant T, un instant qui n'est pas un instant, c'est une période relativement longue. Si elle renvoie plus d'énergie que ce qu'elle reçoit, elle se refroidit. C'est comme ça, par exemple, que la Terre entre en glaciation. Si elle envoie autant d'énergie qu'elle reçoit, eh bien, d'un point de vue macro, sur l'ensemble de la planète, on peut considérer que le climat va rester stable, ce qui ne veut pas dire qu'il sera sans changements régionaux. Et si la Terre renvoie moins d'énergie qu'est-ce qu'elle reçoit, tout le temps où elle fait ça, alors elle se réchauffe. C'est ce qui se passe, par exemple, lors des sorties de glaciation. C'est ce qui s'est passé entre moins 15 000 et moins 10 000 par rapport à aujourd'hui, par exemple, qui est la dernière sortie de glaciation. Et aujourd'hui, c'est pas compliqué. On prélève dans le sous-sol du carbone fossile qu'il y est depuis 100, 150, 200, 300 millions d'années. On le brûle, c'est de la chimie basique, ça fait du CO2. Le CO2 est non seulement un gaz à effet de serre, mais dans le fonctionnement de l'effet de serre naturel de la Terre, c'est le deuxième gaz par ordre d'importance après la vapeur d'eau.
On sait que le volume, la quantité de gaz à effet de serre qu'on a émis depuis 1850 a provoqué une augmentation suffisante de la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère pour déclencher un changement climatique. Ce changement, vous le voyez par l'un des indicateurs, ce n'est pas nécessairement celui le plus sensible d'ailleurs, qui est l'indicateur température moyenne planétaire. Comme je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est, je le précise. La température moyenne planétaire, c'est la température de l'air à 1 mètre au-dessus du sol, c'est-à-dire une station météo standard, et c'est la température de l'eau, ce qui concerne 70% de la surface de la planète, dans le premier mètre. Vous vous débrouillez pour en avoir suffisamment pour faire une grille à la surface de la planète qui vous permette d'avoir au moins une mesure pour chaque maille de la grille. Après, vous divisez par le nombre de la grille, nombre de mailles de la grille, ça vous donne une température. Et même si vous ne la connaissez pas avec une énorme précision en valeur absolue, comme ce qui vous intéresse, c'est l'évolution dans le temps, eh bien, ce que vous voyez, c'est la courbe de cette évolution par rapport à une moyenne de référence calculée sur 1890-1920. Ce que vous voyez, c'est qu'à partir de la fin des années 70, cette température a augmenté par rapport sur aujourd'hui d'environ 1,1 degré, et que 1,1 degré, en fait, c'est déjà beaucoup, puisque c'est le quart de l'écart de température moyenne de la Terre entre un extrême glaciaire sur les 800 000 dernières années et un climat chaud comme on a en interglaciaire. Sauf que quand la nature fait ça, elle prend tranquillement 5 à 6 000 ans pour passer d'un extrême glaciaire à une température d'air chaude, et que nous, on a fait ça en quelques décennies seulement, donc ce n'est pas du tout le même timing. Ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est la courbe rouge qui est calculée en moyenne glissante. C'est une mensuelle en moyenne glissante sur 132 mois, c'est-à-dire 11 ans. Donc, du coup, ça lisse toutes les fluctuations internes du système climatique terrestre, plus les fluctuations toutes petites dues aux variations de l'énergie solaire. Et vous voyez que c'est une quasi-droite sur les 40 dernières années. Pour être sûr que c'est bien nous qui sommes responsables de cette courbe, les scientifiques font deux choses. D'abord, ils retrouvent cet indicateur sur les 2000 dernières années avec une précision suffisante pour être comparable à ce qu'on fait en thermomètre. Donc ça, c'est ce que vous avez à gauche sur l'écran. Et ce que vous voyez, c'est qu'en gros, sur les 2000 dernières années, c'est stable avec une légère tendance à la baisse sur les 3-4 derniers siècles avec le petit âge glaciaire, et que depuis 150 ans, on est d'abord, avant la Seconde Guerre mondiale, remonté au niveau haut de cette courbe sur 2000 ans, et puis depuis, ça monte à toute berzingue à un rythme qui n'a absolument aucun précédent dans les 2000 dernières années. Et si je ne vous dis pas que c'est aucun précédent depuis 4000 ans, par exemple, ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai, mais c'est parce que pour l'instant, les paléoclimatologues ne sont pas capables de remonter à plus de 2000 ans avec une précision suffisante pour faire une telle comparaison. À droite, vous avez des sorties de modèles, simulation informatique du climat avec des modèles numériques de 1850 à nos jours. Vous voyez qu'il y a deux catégories de modèles, les modèles qui montent et puis les modèles qui simulent un climat qui ne bouge pas. C'est pas compliqué. Le climat qui ne bouge pas, c'est quand on dit à l'ordinateur que l'homme n'existe pas et que donc la composition chimique de l'atmosphère en gaz à effet de serre reste la même. Et l'ordinateur dit du coup le climat ne change pas. Et quand on lui dit non, en fait c'est pas vrai, on était là, on a brûlé du gaz, du charbon, du pétrole, et voici les données quantitatives, donc la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère, il refait le calcul et il trouve quelque chose qui est très 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 proche de ce qui est observé par les thermomètres. Ça s'appelle une étude d'attribution. Pour les scientifiques, c'est une preuve qui est en théorie réfutable, mais qui n'a pas été réfutée jusqu'à présent, de ce que nous observons est effectivement le résultat de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc la cause principale de ce changement violent et rapide à l'échelle paléoclimatique, c'est nos émissions de gaz carbonique liées à l'usage du carbone fossile. Il y a d'autres causes,
comme la déforestation tropicale, par exemple, ou l'agriculture, ou l'usage de l'azote massif pour fertiliser les champs. Mais retenez que la très grosse majorité de la cause, c'est les émissions de CO2. Elles sont là représentées par cette courbe de la teneur atmosphérique en CO2 mesurée au sommet d'un volcan éteint de l'île de Hawaï depuis 1958. On ne l'avait jamais fait avant, et cette courbe est très représentative de la moyenne planétaire, parce que Hawaï, c'est très très loin à la fois des pollutions industrielles et du cycle végétal de l'hémisphère nord. Et donc, même en valeur absolue, c'est très très proche de la moyenne planétaire. Et ce que vous voyez, c'est qu'on est passé de 320 parties par million à l'époque à 420 aujourd'hui. Et pour comprendre à quel point c'est un signal fort, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 800 000 ans, ça c'est un résultat de l'étude des restes de bulles d'air dans les calottes de glace de l'Antarctique, depuis 800 000 ans, c'est-à-dire un grand nombre de bascules glaciaires, interglaciaires, les bornes naturelles du CO2 dans l'air, c'est 180 ppm en période froide et un maximum de 300 ppm en période chaude. Donc on a explosé le compteur naturel des gaz à effet de serre depuis 800 000 ans prouvés et probablement depuis au moins 2 millions d'années, c'est-à-dire ce qu'on appelle le quaternaire en géologie. Et comme on ne va pas s'arrêter demain matin de brûler du pétrole, du gaz et du charbon, il n'y a aucune chance que cette courbe arrête de monter dans les années à venir. Et c'est pour ça que le calcul, on va dire, canonique de coup de boutoir que l'homme donne au climat se fait avec ce qu'on appelle un doublement de la teneur en gaz à effet de serre, tout gaz confondu, de l'atmosphère, et qui correspond grosso modo à 500, 550 parties par million en équivalent CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez qu'on a déjà fait plus de la moitié du chemin. Oui, il y a des menteurs qui ont expliqué que c'était la cause du soleil. Donc là, vous avez deux courbes. En haut, la courbe de la température. En bas, l'énergie solaire qui arrive au top de l'atmosphère au niveau de l'équateur. Ça s'appelle la constante solaire. Et vous voyez que sur les 50 dernières années, non seulement ça ne monte pas, mais ça a plutôt tendance à baisser. Donc évidemment, ça ne peut pas être le soleil qui est la cause de cette évolution. Alors, le changement climatique, je vous l'ai présenté par le biais de l'indicateur température moyenne planétaire. C'est un indicateur intéressant, mais très intéressant au sens où le changement que nous imposerons au climat, il est dans le sens d'une augmentation de la quantité d'énergie disponible pour le fonctionnement du système climatique et donc d'un réchauffement. Il y a des débats sur est-ce que c'est un réchauffement, un dérèglement là. En général, les gens qui parlent de dérèglement, c'est des climato-sceptiques. Le mot réchauffement a un avantage, c'est qu'il parle de la cause et de l'effet principal. Mais évidemment, les effets sur l'ensemble du système climatique et de la géographie terrestre vont se faire sentir dans absolument tous les compartiments du système climatique et de la géographie. Donc d'abord, comme ça va dans le sens du chaud, vous allez avoir une fonte générale de la cryosphère terrestre, donc les glaciers de montagne, les calottes glaciaires. Obligatoirement, comme cette eau, c'est Newton, ça va vers le bas, donc ça se termine dans la mer. Donc le niveau des océans monte. Il monte aujourd'hui 3 fois plus vite que ce qu'il montait, c'était les restes des changements de la bascule glaciaire interglaciaire à la fin du 19e et au début du 20e siècle. On le mesure avec une très 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 grande précision depuis 1992 grâce à des techniques satellitaires. Nécessairement, comme vous allez changer la répartition de l'énergie et de la chaleur à la surface de la Terre, vous allez changer les courants atmosphériques suffisamment pour modifier également les précipitations. Au total, il y aura plus de précipitations parce que c'est la loi de Clausius-Clapeyron
plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau, et puis plus l'océan est chaud, plus ça s'évapore. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y aura plus de pluie partout qu'avant. Non, ça va se traduire par des modifications qui peuvent être considérables de la répartition des pluies dans le temps et dans l'espace par rapport au climat qu'on connaissait. Même si ce que ça veut dire aussi, c'est que la disponibilité d'eau dans l'air en cas d'événements extrêmes sera plus abondante, et donc les événements de précipitation intenses potentiellement seront plus violents qu'auparavant. Ça va changer la végétation à la fois en bien et en mal, parce que plus de CO2, c'est bien pour la végétation, mais les transformations en termes thermiques et de précipitation sont capables de provoquer des mutations phénoménales de la végétation à la surface de la Terre. Par exemple, il y a un article récent qui montre que un pourcentage important de la forêt amazonienne est pas loin du point de bascule qui fait basculer une forêt tropicale humide vers un état de savane arborée. Ça, c'est déjà fait dans le passé, hein, c'est pas quelque chose de... la nature a déjà fait ça, mais nous, on est en train de le faire. Le niveau marin va augmenter. Là, je vais vous parler non pas du rythme, mais du niveau. Les estimations, c'est que en fonction des scénarios d'émission, le niveau marin va augmenter de, en gros, 30 à un peu moins d'1 mètre à l'horizon 2100. Mais ça, c'est des estimations jugées par nombreux spécialistes comme étant optimistes, parce qu'elles ne tiennent pas compte des observations des 15 dernières années sur les calottes glaciaires. Pour comprendre l'affaire, il faut savoir qu'il y a 25 ans, la plupart des glaciologues étaient persuadés que l'augmentation des précipitations sur l'Antarctique allait augmenter le volume de glace de l'Antarctique, et que ça allait plus que compenser la fonte sur les bords. Sauf que ça fait maintenant une bonne douzaine d'années que les satellites nous disent que l'Antarctique perd de la masse de glace par milliard de tonnes chaque année, centaines de milliards de tonnes chaque année. Et comme on sait que le Groenland, ça fait déjà 20 ans que c'est le cas, du coup, les glaciologues disent non, non, ça va être plus sur 1 mètre. Et en plus, comme ça ne peut pas s'arrêter, parce que c'est un phénomène qui a une très grande inertie, si vous avez 1 mètre de plus en 2100, vous êtes parti pour 1,5 mètre de plus en 2030 ou 50, hein, ça dépendra du rythme. Et là, ça va commencer à faire très, très, très mal en termes de risque. Alors, les futurs possibles. Il y a 2 catégories de futurs possibles. Ça, c'est des sorties de simulation numérique de climat à l'horizon 2100, avec un qui vous dit qu'on a réchauffé l'indicateur planétaire de 2 degrés, un autre qui vous dit qu'on l'a réchauffé de 4 degrés. Alors, à quelles conditions on arrive à ça? 2 degrés, ça voudrait dire que nous sommes parvenus à la neutralité carbone de l'humanité en 2050. C'est une rupture historique phénoménale dont je vais vous parler plus loin. La simulation qui donne plus 4 degrés, c'est pas très compliqué, il suffit de continuer à faire ce qu'on fait depuis 40 ans. On continue cette trajectoire et on obtiendra ça. Donc vous voyez que plus 4 degrés à l'échelle planétaire, ça fait plus 5-6 degrés pour la France, ça fait plus 8-10 degrés dans l'Arctique. C'est un changement d'une violence et d'une rapidité absolument sans précédent dans l'histoire de la Terre, sauf dans les périodes très courtes de cataclysmes cosmiques. La nature, le système climatique terrestre est incapable, sans coup de pouce de l'extérieur, de faire un changement de cette amplitude en aussi peu de temps. Donc ce que ça veut dire, évidemment, c'est que tous les systèmes naturels, végétaux et animaux sont absolument incapables de s'adapter à un changement aussi rapide, aussi violent, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été confrontés dans leur histoire à une telle nécessité, sauf quand une comète s'est écrasée sur la Terre, par exemple, et que ça a bousillé tous les dinosaures et 75% des espèces vivantes à l'époque. Ce que vous voyez aussi, c'est que la répartition
de la température, en tout cas, du changement de température, est absolument pas homogène à la surface de la planète, et que donc tout le monde ne va pas payer le même prix. Très rapidement aussi, les conséquences. Vous voyez à gauche une carte, c'est une simulation aussi à 4 degrés, mais sur l'évolution des précipitations. Et ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas du tout un changement non seulement pas homogène, mais même dans le même sens. Le signe de l'évolution sur les moyennes des précipitations annuelles peut être positif, il peut être négatif. Il ne faut pas vous leurrer sur le fait que, par exemple, il y aurait beaucoup plus d'eau sur le Sahara et sur les déserts d'Arabie Saoudite, parce que quand on parle de quasiment rien comme précipitation, même si on triple, ça fait toujours quasiment rien. Donc non, c'est pas, le Sahara ne va pas devenir comme il y a eu 1000 ans avec des girafes et des éléphants en plein milieu du Sahara. Ça ne va pas marcher comme ça. Et en fait, surtout, le problème, c'est que toute la bande sud de la tache bleue que vous voyez, c'est le Sahel. Là, il y a 400 millions de personnes qui vivent entre Mauritanie et Éthiopie, on va dire. Leur nourriture dépend totalement de la mousson. Ce que nous disent les dernières simulations, c'est avant c'était horrible parce que la moitié des simulations disaient la mousson sera mieux et l'autre moitié disait elle sera moins bien. Donc dans le cas moins bien, ça voulait dire des dizaines et des dizaines de millions de paysans contraints de s'en aller assez loin de l'endroit où ils vivent aujourd'hui, parce que de toute façon, il n'y avait aucune chance pour qu'ils arrivent à produire l'alimentation. Là, disons qu'il y a moins de simulations qui disent que ça va pleuvoir moins sur l'année, mais beaucoup plus erratique. Les gens qui connaissent un peu les problématiques de l'agriculture pluviale ont compris que ce n'est pas terrible. Ce que vous voyez en tout cas, c'est que pour ce qui concerne le tour de la Méditerranée, c'est très très rude parce que là, on vous prévoit une diminution des précipitations moyennes annuelles. Si on descend à un niveau saisonnier, ce qu'en fait qui est prédit, c'est une augmentation considérable de l'aridité de fin de printemps et estivale, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle, surtout pour les habitants du Maghreb et du Proche-Orient. Ce que vous voyez à droite de l'écran, c'est un rappel du groupe 1 du GIEC, même si ce n'est pas son boulot de s'occuper des conséquences. C'est que, par exemple, pour l'agriculture, eh bien, les plantes ont des limites thermiques. Donc, quand on commence à réchauffer par rapport à l'actuel, dans un premier temps, ça peut se traduire par des baisses de rendement. Par exemple, rappelez-vous la canicule française en 2003, il y a eu 15 000 morts, mais il y a eu aussi, et peut-être surtout, une baisse de 25% du rendement des récoltes de blé par rapport à l'année d'avant. Là, avec la guerre en Ukraine, on commence à se dire mais qu'est-ce que les Égyptiens, les Algériens, les Tunisiens et les Marocains vont manger, parce que c'est tous des pays qui dépendent en grande partie de l'importation de blé d'Ukraine et de Russie à des prix subventionnés par ces États pour éviter les émeutes de la faim qu'on a déjà eues. Quand on passe le seuil thermique de tolérance d'une plante, c'est pas que son rendement baisse et qu'il n'y a plus rien du tout à récolter. Or, les températures que l'on prévoit pour, par exemple, la fin du siècle, y compris en France, avec des canicules à plus de 50 degrés pendant plusieurs semaines d'été, signifie que on a des cultures qui vont dépasser leur limite de tolérance thermique et qui donc, certaines années, auront des niveaux de production extrêmement bas par rapport à aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que la Sibérie et le Canada, ça sera le contraire, que ça résout le problème, parce que les gens qui ont besoin de manger, qui ont faim, aujourd'hui, ils ne vivent pas en Sibérie ou au Canada, ils vivent dans les régions tropicales, celles où en valeur absolue, les températures seront les plus élevées. La solution, c'est pas de donner de l'argent aux Égyptiens pour qu'ils continuent à acheter de plus en plus de blé sibérien ou canadien, surtout qu'on n'est pas du tout déterminé à leur donner cet argent. La carte du bas à droite, ça vous indique
les zones de la planète qui sont les plus menacées par les épisodes de sécheresse. Ça vous confirme ce que je vous ai dit sur l'Amazonie. Vous voyez que l'ensemble de l'Amazonie, c'est un territoire qui est considéré, contrairement aux forêts tropicales africaines, comme étant menacé par un changement climatique majeur. Et puis d'autres régions comme l'Afrique australe et tout le tour de la Méditerranée. Quelques exemples de risques, ça c'est le rapport du groupe 1 du GIEC. La vague de chaleur cinquantennale actuelle, si on chauffe de 4 degrés, c'est le scénario noir on va dire, eh bien elle sera 40 fois plus fréquente et 5 degrés de plus. Ça, concrètement, pour un pays comme la France, ça veut dire des canicules à 52, 53, 54 degrés, y compris dans les plaines de la Beauce, de l'Est et de l'Est ou de la Normandie, et qui durent 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc voilà, c'est le niveau de risque qui correspond à un réchauffement planétaire de 4 degrés. Les épisodes de sécheresse agricole et écologique, c'est pareil. Les pluies intenses, c'est pareil. On est vraiment dans un système où on change d'ordre de grandeur sur les aléas climatiques et météorologiques. Alors, le groupe 2 du GIEC s'occupe de ça. On peut résumer son résumé pour décideurs comme ça. Au-delà de 2 degrés de réchauffement, tout ce à quoi on pense comme stratégie d'adaptation, ça ne fait pas l'affaire, au sens où on ne voit pas comment ça pourrait permettre de gérer correctement, sans drame, on va dire, les conséquences du réchauffement avec des risques économiques, alimentaires, de migration forcée, de très, très grande ampleur. Surtout, souligne ce rapport, beaucoup plus qu'auparavant, c'est que il ne faudrait quand même pas oublier qu'il n'y a pas que le changement climatique comme problème et que malheureusement, la plupart des risques du changement climatique entrent en synergie avec les autres risques et que le résultat de cette synergie, c'est catastrophique. Pensez par exemple aujourd'hui au fait qu'il y a des gens, des scientifiques qui se disputent stupidement pour savoir si la cause de la crise en Syrie, c'est soit la sécheresse agricole qui a foutu sur les routes des centaines de milliers de paysans syriens ruinés, ou les conflits politiques, religieux, le terrorisme islamique, etc., etc. Bon, les gens qui sont pas qui les observent se disent c'est peut-être les deux, mon général. Oui, c'est les deux. C'est-à-dire que peut-être que s'il y avait eu des bonnes pluies et des bonnes récoltes, les courants islamistes auraient moins recruté. Mais bon, on a les deux. Et que du coup, c'est très synergique. Et donc la conclusion générale, évidemment, c'est que les risques de l'inaction contre le changement climatique, donc pour l'atténuer par la diminution des émissions de gaz à effet de serre, sont très supérieurs au coût de la menace climatique. Alors, je vous l'ai dit au tout début, c'est impossible de réfléchir aujourd'hui à l'énergie en dehors de ce cadre parce que l'action majeure pour essayer de diminuer cette menace, c'est de diminuer l'usage massif des énergies fossiles et de laisser dans le sous-sol la majorité de ce qui s'y trouve. Mais dit ça comme ça a l'air gentil. Alors pour comprendre à quel point c'est rude et pour comprendre pourquoi on ne l'a pas fait depuis 1992, alors qu'en 1992, tous les pays de la planète ont signé une convention climat par laquelle ils s'engageaient à éviter un dérapage climatique dangereux pour les générations actuelles et futures, je cite la convention, eh bien, il suffit de regarder cette courbe à gauche. Ce qui monte à gauche de la courbe, c'est ce qui s'est passé en noir. Donc ça, c'est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en milliards de tonnes équivalent CO2 par l'humanité. Vous pouvez vous dire que c'est la même chose que l'usage des énergies fossiles. Et ce que vous voyez à droite de la courbe, c'est les différentes trajectoires envisageables pour le futur. Et le problème, c'est que la trajectoire du milieu en bleu foncé là, qui descend,
pas celle qui descend la plus, mais celle qui descend un petit peu moins, c'est celle qui permet de ne pas réchauffer la Terre plus que 2 degrés. Sauf que ce qu'elle vous dit, c'est qu'en 2050, il faut que vous utilisiez moins d'énergie fossile au total de l'humanité qu'en 1970, alors qu'on sera passé de 3,5 milliards à 9 milliards d'êtres humains. Donc, ce n'est pas seulement moins au total, c'est beaucoup, beaucoup moins par habitant. Et donc, ça, le simple fait que vous ayez un truc comme ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas dans un système où on peut modifier un peu à la marge ce qu'on fait. Ce que ça vous dit, c'est c'est une rupture historique sans précédent dans l'histoire de l'utilisation de l'énergie par les êtres humains, et que c'est une rupture violente et rapide, qui est la seule compatible avec les objectifs climatiques de la Convention de climat. Une autre manière de le voir, c'est que c'est le graphique que vous avez en bas à droite. La barre en haut à gauche du graphique, c'est ce qu'on a utilisé en gros comme énergie fossile depuis la révolution industrielle. Et en bas, en rouge foncé, c'est ce à quoi on a droit si on veut éviter de dépasser les 2 degrés. Vous voyez que c'est moins, alors qu'on est beaucoup plus nombreux. Et pour être vraiment rude, pour comprendre l'affaire, il faut regarder ces deux images. À gauche, vous avez l'évolution de la population mondiale qui passe en gros de 1 milliard à presque 8 milliards aujourd'hui, de 1820 à aujourd'hui. Et on a divisé cette population en deux catégories, les extrêmes pauvres et les autres. Extrêmes pauvres, c'est ceux qui ont moins de 2 dollars par jour, dollars constants évidemment pour faire le calcul sur cette durée, et par personne pour vivre. Et puis tous les autres, c'est ceux qui ont plus que 2 dollars. Donc c'est vraiment les extrêmes pauvres, parce que c'est vraiment pas beaucoup de dollars par jour. Et ce que vous voyez, c'est que jusque en gros aux années, fin des années 70, eh bien, la proportion d'extrêmes pauvres dans la population diminue. Certes, en revanche, leur nombre absolu augmente et il approche les 2 milliards sur une population qui est à ce moment-là de 5 milliards. Et puis, ensuite, vous voyez un truc qui est sans précédent dans le siècle et demi. Non seulement la proportion, mais la valeur absolue du nombre d'extrêmes pauvres dans le monde chute pour descendre en dessous du milliard. Bon, ça fait encore 1 milliard. Hein. Il n'y a pas moins d'extrêmes pauvres aujourd'hui dans le monde qu'il y a 150 ans, mais ils ne constituent plus qu'une portion significativement très faible, enfin plus faible, de l'humanité. Et à droite, vous avez le graphique de l'énergie utilisée par cette population. Bon, ça commence en 1900, pas en 1920. Et ce que vous voyez, c'est que l'explosion des consommations d'énergie post-Seconde Guerre mondiale, en fait, coïncide. Et pour ce qui me concerne, je l'affirme, est en grande partie la cause de la chute du nombre d'extrêmes pauvres dans la population mondiale à partir de la fin des années 70. Et ce que vous voyez aussi, c'est que 80% de cette énergie, c'est en noir charbon, au-dessus c'est le pétrole et en rouge le gaz. Tout le reste est encore, c'est plus marginal, mais ça reste encore très minoritaire. Démonstration par un zoom sur une région du monde. Vous avez à gauche les extrêmes pauvres, toujours les mêmes, hein, moins de 2 dollars par jour, de 1990 à nos jours, et puis une petite projection. Ce qui est intéressant dans le graphique, c'est qu'on vous l'a régionalisé. Et ce que vous voyez, c'est que la baisse, elle est essentiellement due à la quasi-éradication de l'extrême pauvreté en Asie de l'Est, c'est-à-dire notamment en Chine, en une trentaine d'années. Et qu'est-ce qui s'est passé en Chine du point de vue des consommations d'énergie fossile? Vous l'avez à droite, avec ce graphique, qui vous dit que non seulement les émissions liées aux énergies fossiles de la Chine ont augmenté considérablement au total, mais si vous calculez par tête de pipe, vous voyez qu'on est passé de 2 à 8 tonnes par Chinois et par an de CO2 émis liés aux énergies fossiles, donc une multiplication par 4. Ce qui est en jaune en bas dans le graphique, c'est la production d'électricité. Donc ça, ce que ça vous dit, c'est que
l'une des raisons, et l'une des raisons les plus dures pour lesquelles, depuis 40 ans, on n'a absolument pas fait ce qui avait été dit dans la Convention climat de 92, c'est que certes, le gaz, le charbon, le pétrole, ça sert à autre chose qu'aux extrêmes pauvres. D'abord, ça sert à nous aussi, c'est-à-dire pas du tout les extrêmes pauvres, je parle de nous les Européens, les Américains, etc. Ça sert à des multinationales qui s'en mettent plein les poches, ça sert à générer des puissances géopolitiques, militaires, économiques, tout ce que vous voulez, et vous pouvez avoir une opinion très négative de tout ça. Le problème, c'est que ça sert aussi à ce qu'il y ait plein de gens qui vivent beaucoup mieux qu'il y a 40 ans. Et c'est là l'une des raisons pour laquelle ce qui est le plus dur dans les politiques d'atténuation du changement climatique et donc de restriction de l'usage des énergies fossiles, c'est le social, c'est la justice climatique. Pourquoi? Parce que vous avez vu tout à l'heure que les conséquences du réchauffement climatique seront plus dures dans les régions où il y a le plus de pauvres. Ce n'est pas seulement que les effets directs du changement climatique seront plus violents dans ces régions, mais c'est aussi que tout simplement pour se protéger des aléas du climat, de la météo, il faut de la technologie, de l'argent et de l'organisation sociétale, notamment des États qui fonctionnent bien, qui prévoient et qui organisent des choses longtemps à l'avance. Par exemple, un État hollandais qui, il y a déjà une quinzaine d'années, a décidé qu'il allait dépenser des milliards pour rehausser ses protections contre le niveau marin en fonction des prévisions du niveau marin d'il y a 100 ans. Oui, mais bon, les Pays-Bas, c'est un État qui fonctionne, quoi. Mais ce n'est pas le cas dans plein de pays du monde, et donc ils n'auront ni l'argent, ni la technologie, ni l'organisation, ni la prévision pour faire face aux effets violents et néfastes du changement climatique. Donc ça, c'est pour les effets, l'injustice, on va dire, des effets. Mais en outre, évidemment, il y a une injustice dans les causes. Ce que vous dit ce schéma très simple, c'est que 10% de la population mondiale émet la moitié des émissions des gaz à effet de serre responsables de ce changement et que la moitié de la population mondiale émet presque rien, à peine 10% du total. Et c'est là que se recrutent les pauvres. Donc les pauvres, ils vont se dire, on n'y est pour rien, on en prend plein la gueule, donc on va se fâcher contre les gens qui nous ont mis dans la mouise. Ça vous dit que n'importe quel dictateur peut s'appuyer sur ça pour provoquer n'importe quel mouvement géopolitique très dangereux. Soyons un petit peu plus précis sur cette inégalité. Les 10% les plus émetteurs, vous voyez qu'il y a beaucoup d'États-Unis, évidemment, mais il y a quand même beaucoup d'Européens. Nous sommes tous là-dedans, en réalité. Et les Chinois sont déjà 10% de ces 10%. Mais là, il n'y a que 10% de la population mondiale, c'est-à-dire en gros 780 millions d'êtres humains. Au milieu, vous avez 3 milliards d'êtres humains, où il y a encore pas mal d'Européens, beaucoup de Chinois, etc. Et puis à droite, le plus petit rond, il y a 3,5 milliards d'êtres humains. Et là, vous voyez que c'est essentiellement des Indiens, mais il y a encore pas mal de Chinois. Et puis vous avez l'essentiel des Africains. Cette répartition très inégale est à la base du problème géopolitique posé par le changement climatique. Et enfin, un petit zoom là, sur les inégalités françaises. Alors là, c'est des émissions par ménage, hein, pas par tête de pipe, mais ce que vous dit ce graphique, c'est que entre le décile inférieur par revenu des Français et le décile le plus élevé, on passe de 15 à 40 tonnes d'équivalent CO2 émis par an. Qu'est-ce que signifie ce graphique politiquement? Ce que ça signifie, c'est que vous ne pourrez jamais obtenir au moins des 5 ou 6 premiers déciles de revenus des Français, donc de 60% de la population française, une politique de sobriété volontaire tant qu'ils auront les 2 ou 3 autres déciles sous le nez. Bon, j'ai une formule avec ça. Ce que ça veut dire, mais vous le connaissez en fait, c'est l'histoire des gilets jaunes et de la taxation sur l'essence. Ce que ça veut dire, c'est que dès lors qu'une politique climatique
sera perçue comme injuste, elle ne sera jamais acceptée par les populations, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau d'un pays développé et riche comme la France. Et que, ça c'est conclusion politique personnelle, ce que ça veut dire, c'est que puisque c'est l'obstacle principal à une politique de sobriété volontaire, ce que ça veut dire, c'est que le moyen principal pour une politique d'atténuation de la menace climatique, c'est la diminution des inégalités sociales. Et je vous informe que ça sera écrit presque comme ça dans le prochain rapport du groupe 3 du GIEC qui sera publié d'ici un mois. Alors ça sera dit d'une manière extrêmement polie, avec des références d'articles de sociologie et d'économie, mais en réalité, ça voudra dire ça. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut supprimer, pour aller vite, les riches. Alors, ça ne veut pas dire de les fusiller, ça veut dire de leur prendre leur pognon. Ça veut dire qu'il faut ramener le niveau de patrimoine et de revenus du décile supérieur au décile d'en dessous, puis après encore au décile d'en dessous. Donc, comprimer considérablement les inégalités sociales, d'abord en diminuant le haut, parce que c'est beaucoup plus facile à faire, et ensuite en remontant ceux qui sont tout en bas. Et avec ça, on aura l'outil social qui permettra de discuter avec l'ensemble de la société d'une politique de sobriété volontaire. Parce que, à l'échelle planétaire, on voit bien que pour ce qui concerne les populations des pays riches, d'une manière globale, sans tenir compte d'abord de la répartition qu'on voit là, il faut une diminution en valeur absolue des quantités de matières premières et d'énergie que nous utilisons si on veut avoir la moindre chance d'atteindre les objectifs climatiques, parce que de la même manière que les pauvres Français n'accepteront jamais une sobriété volontaire qui sera perçue comme une diminution de leur confort de vie, tant qu'ils auront sous les yeux des gens qui passent en Ferrari et qui prennent l'avion pour aller faire des courses à New York, à l'échelle mondiale, ça sera évidemment pareil et en pire. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un écologiste qui ne vous dit pas d'abord je vais supprimer les riches, et la publicité, je vais y revenir, c'est un écologiste en peau de lapin, parce qu'il passe à côté du premier problème qu'il doit résoudre. Ça, c'était pour les pauvres Français. Les pauvres, ils sont non seulement en difficulté devant les conséquences du changement climatique, mais en plus, ils n'ont pas les moyens individuels de contribuer à l'atténuation de la menace. Si vous êtes pauvre et locataire, ce que ça veut dire, c'est que ce que vous pourriez faire, vous, isoler votre logement, changer votre mode de chauffage pour un truc qui n'est pas carboné, en réalité, vous n'avez pas les moyens de le faire, parce que vous n'avez pas d'économie, vous n'avez pas d'argent devant vous. Or, il faut un investissement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le rapport direct qu'il y a entre crise climatique et revenus faibles, et c'est vrai pour un pauvre Français, et c'est vrai pour les pauvres à l'échelle du monde qui sont 3 milliards, c'est que non seulement ils ont l'impossibilité de parer les risques climatiques futurs, en essayant de s'en protéger, mais en outre, ils n'ont pas les moyens individuels de diminuer ces risques par quelque chose que eux pourraient faire par rapport à leurs propres émissions. Je vais passer sur le défi climatique français parce qu'on n'a pas le temps, si on veut discuter. La stratégie française de décarbonation, évidemment, je vous l'ai dit, c'est la maîtrise des consommations par une politique de sobriété volontaire qui ne peut être obtenue que en premier lieu par la réduction des inégalités sociales. Mais l'autre chose à faire, c'est qu'il faut éradiquer nos modes de production de vide de consommation, de l'usage du pétrole et du gaz, un peu de charbon nous. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut une substitution massive par de l'électricité qui doit être décarbonée. Et pour ça, il faut des moyens de production décarbonés. Il n'y en a pas 36, il y a le nucléaire et les renouvelables. Cette électrification, elle est obligatoire à l'échelle européenne, française et mondiale si on veut ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement. Autrement dit, et je m'arrête là tout de suite, ce qu'il faut, c'est d'abord de la justice sociale,
Sans ça, il n'y aura aucune politique climatique qui pourra s'engager. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis 40 ans, on a continué les trajectoires d'émissions les pires de celles envisagées en 1992. Et il faut de la justesse, il ne faut pas se tromper dans les investissements qu'on fait en termes d'infrastructures et en termes de production d'électricité décarbonée. Je m'arrête là parce que sinon il n'y aura pas de débat, ce qui serait dommage.